Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir à vous, chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans votre émission féminine, féministe, humaniste, égalitaire favorite, le chant des sirènes, sur les ondes de votre radio locale préférée, bien sûr, Westrack Radio. Et ce soir, à l'abordage, et oui, vous l'aurez peut-être reconnu, ce n'est pas notre capitaine Marie, notre capitaine habituelle, qui mènera notre bande sirène, mais Oriane, sirène internationale ayant parcouru les 4 coins de la planète. Rien que ça. Rien que ça. Et moi-même, vieille sirène qui commence à avoir quelques problèmes d'arthrose de nageoire. Et oui, changement de ton ce soir, c'est l'été et toutes les sirènes ont déserté. Alors à nous, Oriane, à la place de capitaine du navire, t'es prête ? Bah, il y en a qui ont clairement pris des vacances. Voilà. Pour moi, le combat féministe, ça se vit au jour le jour, mais pas pour tout le monde apparemment. Pour nous, pas de répit, pas de pitié pour les croissants. On est là coûte que coûte tout l'été. Et on s'aborde tout et finit l'émission bienveillante avec plein d'amour et de bisous. Finit l'émission France Culturesque qui dénonce et creuse les inégalités femmes-hommes. Ce soir, on déplace le curseur côté RTL et on se fait une émission grosse tête version sirène. Et oui. Attention, ambiance, j'ai une bonne blague les meufs, vous êtes prêtes ? Les hommes sont comme les pruneaux, tu les suces le matin et ils te font chier toute la journée. Bim. Voilà, j'aurais dû lancer un jingle rire. Non, en fait, je déconne, je pense qu'on tiendrait pas 2 minutes sur ce ton-là. Non, ce soir, c'est programme d'été. Voilà, on est avec Oriane et Tiffaine à la réalisation et moi-même Caroline. Donc, on va vous faire découvrir comme d'habitude, vous redécouvrir des artistes féminines qui en ont dans la gaine et qui envoient du son bien chaud et bien boogie pour l'été. On va décortiquer un peu quelques actualités chaudes, moins chaudes d'ailleurs. Oriane, de quoi tu vas nous parler ce soir ? Alors, je vais parler de féminisme intersectionnel et plus spécifiquement d'afroféminisme. Je vous disais, on n'est jamais très loin de France Culture. Tout à fait. Et moi, je reviendrai brièvement sur la place du féminin dans la langue française. On vous expliquera tout ça plus tard, pardon. Et puis, Tiffaine, la réalisation qui est là. Oui, je suis là. Voilà, tu interviens quand c'est tu ça. veux. Et puis je vais appuyer sur les boutons aussi Voilà. pendant l'émission. C'est bien. Éventuellement. Voilà, vous êtes toutes et tous prêts. Attention, c'est parti. Mais avant de commencer par les news, on envoie une marée de bises iodées, bien évidemment, à tout le banc de sirènes qui nous accompagne depuis tant d'émissions. J'ai un peu oublié le nombre d'émissions. Et une salutation particulière à Aubery, sirène tombée au combat, clouée au lit, qui n'a pas pu nous rejoindre à la dernière minute. Mais que j'ai croisé à Monoprix quand même tout à l'heure. Allez, ça balance, Bisous. on y va. Et oui, on commence notre émission comme d'habitude par les news, les actualités du chant féministe, féminin des derniers jours. Et je suis tombée très récemment sur une nouvelle concernant une Anglaise, une étudiante anglaise en design, qui s'appelle Leila Laurel, et qui a créé un système pour empêcher le manspreading, qui empiète sur l'espace personnel des autres dans les lieux publics. Donc en fait, elle a inventé une chaise pour empêcher les hommes d'écarter les cuisses. Alors le manspreading, qu'est-ce que c'est ? C'est cette fâcheuse tendance qu'ont bon nombre d'hommes, c'est pas du tout cliché, on vous rassure, que les hommes ont à écarter les cuisses pour prendre toute la place dans les transports en commun notamment. Vous savez, vous imaginez bien la scène, vous êtes dans le métro, c'est bondé, il fait bien chaud, tu vois genre la ligne 13, voilà, la ligne 13 à Paris, là t'as bien chaud, le RER A, exactement. Et t'as la chance d'avoir une place assise. Et là, il y a un bonhomme qui vient se mettre à côté de toi. Et alors que tu déploies tous les efforts du monde pour pas toucher la barre de métro, pour tirer ta jupe pour pas qu'elle remonte trop haut, enfin bref, t'es dans une situation complètement inconfortable, et monsieur s'installe bien confortablement à côté de toi et écarte les cuisses au point de te toucher avec sa jambe. Écœurant, violation de l'espace vital nécessaire à la survie dans le métro et j'en passe. Ouvrez l'œil, vous verrez à quel point les hommes ont cette tendance à s'étendre à la verticale et à bouffer l'espace. Alors que non, messieurs, votre engin et ses accompagnateurs ne nécessitent pas un tel écartement de cuisses. Ou alors c'est problématique. Ou alors c'est vraiment problématique et il faut consulter. Alors vous pensez que j'exagère un peu, mais pas vraiment, parce qu'il y a quand même des campagnes qui ont été menées à Madrid, à New York, à Tokyo, sur l'anti-manspreading, donc manspreading, l'homme qui s'étend, on va dire ça comme ça.
qui était menée dans le métro en 2017, notamment à Madrid. Ça avait un peu fait parler, on en avait un peu entendu parler. Et donc cette jeune étudiante, elle a inventé une chaise qui en fait, alors c'est difficile de vous expliquer comme ça à la radio, mais vous pouvez aller voir sur internet, qui empêche vraiment l'homme d'écarter les jambes. Il y a juste des petites réglettes sur le côté, donc le long des cuisses, comme des petits tasseaux de bois de quelques centimètres de haut, et qui empêche complètement d'écarter les cuisses. Voilà. Et à l'inverse, elle a fait une chaise avec comme un triangle qui coince entre les deux cuisses pour que les femmes soient obligées d'ouvrir les cuisses et s'assoient comme ça et prennent toute la place. C'est une meilleure idée le mobilier urbain pour empêcher les SDF Exactement. De dormir. Mais c'est des chaises qui sont installées dans les transports ou c'est des chaises que le particulier doit acheter? Parce que je pense qu'aucun homme va les acheter sinon. Non, en fait, c'est pour l'instant, c'est juste un état de projet, d'intervention artistique. Justement, l'idée de faire ça, c'était de provoquer un peu un débat, de provoquer le dialogue autour de cette question du mansplaining qui va bien au-delà de juste les hommes qui écartent les cuisses et qui prennent un peu toute la place et qui viennent empiéter sur ton espace vital. Et d'ailleurs, elle a reçu beaucoup depuis que donc ça a été annoncé. Forcément, c'est un thème féministe, donc c'est beaucoup repris par les médias. Et en fait, elle a été énormément embêtée sur les réseaux sociaux à base d'accusations de viol. Enfin bon, petit truc sympa quoi, normal. Et voilà, c'était juste. Je sais pas si ça a vocation à être vraiment développé. Peut-être, mais si ça l'était, ce serait peut-être plutôt en effet par les sociétés de transport en commun ou du mobilier urbain, comme tu disais, Oriane. Mais voilà, je pense que il n'y a pas un homme qui achètera ça. C'était un sujet à discussion. Mais après, en plus, il n'y a pas que les jambes écartées. Moi, je me rappelle une fois prendre le TGV quand même, Le Havre-Marseille. Bon, moment autobiographique. Mais en fait, j'étais assise et il y a des accoudoirs. Et là, je me rappelle que un gars s'assied à côté de moi, me regarde mon coude d'une façon dédaigneuse en mode non, mais tu vas pousser ton coude. Et moi, j'étais toute jeune. J'avais 18 ans, je crois. Et genre, par politesse, j'ai poussé mon coude. Et donc, pendant 6 heures, il avait ses deux coudes sur les deux accoudoirs. Et après coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et enfin. Il y a zéro gêne, quoi. C'est un peu ce qu'elle dénonce, c'est l'appropriation de l'espace par le sexe masculin. Alors, il y a cet exemple-là, il y en a plein d'autres, en effet. Il y a des femmes aussi qui prennent les deux accoudoirs dans le train. Tout à fait. On peut être mal poli et être une femme, c'est possible. Et toi, Oriane, qu'est-ce que tu as remarqué dans l'actualité ? Alors, j'ai regardé un documentaire. En fait, c'est un documentaire qui a été réalisé par Ovidi et qui a été diffusé sur Arte, je sais plus exactement quand, mais je crois la semaine passée. Donc, en fait, c'est un documentaire sur les violences gynécologiques obstétriques faites aux femmes. Ça s'appelle « Tu enfanteras dans la douleur ». Voilà, bonne ambiance. Et donc, comme je vous le disais, c'est réalisé par Ovidi. Ovidi, en fait, pour ceux et celles qui la connaîtraient pas, c'est une ancienne actrice porno qui est passée de l'autre côté de la caméra depuis environ une dizaine d'années. Elle a d'abord commencé par réaliser donc des films porno féministes, c'est-à-dire des films pas basés purement sur les fantasmes masculins, un monde magique où le plaisir féminin existe. Donc voilà, et ensuite elle a également commencé à écrire des livres, elle a tourné des documentaires principalement autour de la sexualité ou de ses représentations dans la société contemporaine. Par exemple, elle a fait une enquête qui est très intéressante, je crois que c'était sorti en 2017, c'est autour en fait de la prostitution en Suède suite à la mort justement d'une travailleuse du sexe. Voilà. Et en fait, elle explique que la Suède, il me semble que c'est le premier pays d'Europe qui a justement instauré la pénalisation des clients de la prostitution. Alors bien évidemment, vous en doutez, ça n'a pas du tout fait disparaître la prostitution, mais ça a simplement rendu plus précaires les conditions de travail des travailleuses du sexe. Puis ça a augmenté en fait les réseaux souterrains de prostitution, voilà. Donc une fois de plus, c'est les travailleuses du sexe qui trinquent. En effet, elle explique que la prostitution en Suède, c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Donc du coup, le fait de pas la voir réellement dans les rues, ça donne l'impression que oui, il y en a pas. Et voilà, la Suède est un modèle à suivre. Voilà, ils voulaient un peu précurseur en Europe.
Finalement, donc dans ce documentaire, Ovidie, elle va retracer le tragique destin d'Eva Marie ou Maré, je sais pas très bien comment ça se prononce. Une travailleuse du sexe. Alors, travailleuse, c'est quand même un bien grand mot, puisque sur 15 jours d'exercice, elle a eu 5 clients. Donc, bon, voilà. Et en fait, c'était pour subvenir aux besoins de ses enfants suite à la séparation avec son conjoint. Donc en fait, le père de ses enfants qui était violent et alcoolique, enfin qui est toujours, j'imagine, il va lui infliger 31 coups de couteau. Donc comme vous pouvez l'imaginer, elle est décédée des suites de ses blessures. Et ce qu'on apprend dans le documentaire, c'est que ça s'est passé en fait dans les locaux des services sociaux suédois, d'où en fait toute la tentative d'étouffement de l'affaire par les services sociaux, le gouvernement, etc. C'est pour ça qu'en France, justement, toutes les associations de travail du sexe, tous les collectifs militent pas forcément pour la dépénalisation parce qu'on voit tout ce que ça peut produire. Ouais, et puis même là, Ovidie, dans une vidéo que j'avais vue sur l'explication autour du documentaire, elle disait qu'elle prend pas parti pour ou contre la prostitution, c'est pas le débat, mais c'est juste pour dire que voilà, ça reste un humain et qu'elle a le droit à être défendue. Et en fait, même à ce jour, il me semble que le père a toujours en fait l'autorité parentale sur les enfants. Donc elle a exercé cette prostitution pendant 15 jours, mais le père qui a quand même tué sa conjointe a le droit de regard sur ses enfants. Donc voilà, je vais pas continuer trop à parler plus de ce documentaire parce qu'à la base, je voulais en parler d'un autre. Ovidie, elle va pas parler de la cuillère, elle rentre dans les sujets, voilà, bien. Et puis elle est très active quand même, elle doit faire un documentaire par an, si ce n'est plus. Et donc l'autre documentaire dont je voulais vous parler, c'était donc Tu enfanteras dans la douleur. Donc déjà, âme sensible, s'abstenir. Personnellement, j'ai commencé à le visionner un peu avant mon repas du midi et c'était pas exactement la meilleure des idées. Parce qu'il y a quand même des gros plans sur des vulves dont vous ne pensiez même pas qu'elles pouvaient atteindre ce diamètre. On voit pas mal de sang et puis surtout le plus dur en réalité, c'est la violence décrite par les mères qui ont subi les agissements de certains gynécologues obstétriciens. Donc c'est des femmes qui par exemple elles n'ont pas eu le choix d'avoir ou non la péridurale, elles ont parfois subi aussi des épisiotomies sans réel consentement et sans anesthésie. Donc attention, petit moment doctissimo, qu'est-ce que l'épisiotomie ? C'est éloignez-vous de votre assiette. Oui, bah c'est déjà le nom, franchement ça fait pas trop rêver. Donc l'épisiotomie, c'est en fait littéralement le fait de découper le muscle élévateur de l'anus. En gros, on vous fait une petite fente entre l'entrée du vagin et l'anus afin de laisser passer le bébé quand ça veut pas passer. Il y a une époque c'était très répandu, maintenant ça l'est quand même beaucoup moins. C'est de plus en plus controversé justement. D'ailleurs là-dessus, il y a de plus en plus de youtubeuses aussi qui font des vidéos, qui racontent un peu leur accouchement et tout ça. Moi je recommande aussi Maud Bettina Marie qui a accouché il y a pas longtemps, qui fait partie avec Juliette Trezanini de Parlons peu mais parlons cul, maintenant c'est Parlons peu mais parlons. Et elle raconte un peu tout ça et ses choix aussi sur l'épisiotomie, où à un moment donné, parce qu'elle avait bien choisi, elle avait fait, il y a la préparation, elle parle de la dissertation qu'elle a fait, de ce qu'elle veut pas pendant son accouchement. Et elle parle d'épisiotomie, elle la voulait pas du tout. Et puis son obstétricien, ça aussi c'est dur à dire, lui dit à un moment donné on va être obligé parce que ça fait trop longtemps et c'est soit ça soit la déchirure. Donc des fois il y a il y a pas forcément en fait, là dans le documentaire c'est même pas pour remettre en cause l'acte chirurgical, c'est juste que les femmes du documentaire expliquent qu'en fait c'était un moment où elles ont pas du tout eu le choix, qu'on leur a rien expliqué et qu'elles se sont rendues compte par la douleur en fait qu'on était en train de les ouvrir en deux et c'est plus. Mais si je parle de Maud Bettina Marie, c'est parce qu'elle l'explique aussi là-dessus sur le pourquoi de réfléchir aussi, de comment on veut faire, comment ça se passe, parce que justement il y a pas mal de témoignages sur internet aussi qui parlent de tout ça. Il y a pas mal de recueils. Énormément les violences gynécologiques, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Notamment, il y a une page Facebook Paye ton gynéco, un peu dans l'ambiance Paye ta schneck, et c'est que des témoignages de femmes, que forcément dans le cadre de l'enfantement, d'une grossesse, de manière générale, des violences, pas toujours physiques, des violences morales aussi, d'agissements un peu douteux et complètement déplacés de médecins, gynécologues, obstétriciens, hommes et femmes, d'ailleurs les deux.
Là aussi, ce qu'elles essaient d'expliquer dans le documentaire, alors bien évidemment, c'est pas le cas pour tous les gynécologues, heureusement, mais c'est que pour certaines, elles ont vécu ça en fait comme un viol, sauf que finalement, c'est un peu un viol qui est un peu cautionné par le corps hospitalier. Du coup, elles ont eu 0 réparation parce que on leur a dit mais non, ça fait partie d'un acte chirurgical et c'est pas l'acte en lui-même qu'on condamne, c'est la façon dont ça a été fait parce qu'il n'y a pas eu de consentement. Donc, Mais c'est ça qui est dingue aussi, c'est que niveau gynécologiquement, on va pas demander l'avis, on demandait pas parce que maintenant ça devient de plus en plus comme ça, on le demande, il y a plus de consentement et tout ça, mais on demandait pas pour un acte chirurgical. À contrario, quand on se fait opérer et qu'on voit qu'il y a un problème au niveau de l'opération, qu'il y a quelque chose qui va poser problème, et par exemple, imaginons, on doit vous greffer quelque chose ou enlever quelque chose, on va stopper l'intervention, attendre, vous réveiller, vous dire voilà, en fait, qu'est-ce que vous voulez, est-ce qu'on garde le membre, mais il y a ça, ou est-ce qu'on le garde pas? On réveille quand même quelqu'un pour les grosses opérations. Par contre, gynécologiquement, il n'y a jamais eu de demande, il n'y a pas eu d'arrêt en mode attends, on va voir quand même avec la personne. Oui, c'est tout l'intérêt du documentaire. Après, elle montre aussi quand même l'autre côté entre guillemets où il y a aussi le milieu hospitalier qui, c'est vrai, subit quand même une pression énorme, que parfois ils expliquent qu'un gynécologue obstétricien doit faire 9 césariennes dans une nuit et du coup doit choisir laquelle est la plus importante. Donc voilà, après c'est pas il y a un contexte. Il faut pas mettre la faute sur tout. Non, bien mais sûr. c'est important de souligner. Et puis aussi, c'est encore un monde régi quand même par les hommes et à ce jour aucun homme n'a accouché, donc c'est voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de dépassements, il y a plein d'attitudes qui sont pas acceptables de la part de médecins qui sont justement dédiés qu'aux femmes. Donc normalement, il devrait y avoir une espèce d'acceptation, d'échange, de dialogue. Et on a toutes et tous des témoignages d'amis, de proches, alors des choses des fois pas forcément. On va pas crier au viol, on va pas crier à l'attouchement. C'est pas du tout ça. Des fois, c'est des choses. Un médecin, un gynéco qui vous prescrit comme ça un peu sous le manteau une pilule alors que vous aviez dit clairement que vous vouliez pas de pilule, des petites choses comme ça, mais qui sont quand même pas rien et qui sont pas du tout. Puis il y a un manque, il y a ça, il y a aussi, je sais pas si vous avez entendu par exemple les implants Essure, où on dit c'est vachement bien, du coup ça évite la ligature des trompes, sauf que en fait on se rend compte pas longtemps après que la personne ne supporte pas les métaux lourds et en fait il y a pas de moyen de les enlever, donc c'est hystérectomie tout de suite quoi. Et ça peut durer 8 ans sans que ce soit ça qui soit repéré, que ce soit cet implant-là qui soit mis en cause. Et voilà. Voilà. La prévention. Il est bien ce documentaire. Alors la conclusion, c'est que quand même, si vous aviez des doutes sur le fait de vouloir enfanter ou non, ne le regardez pas. Après, au moins, c'est bien d'y aller en pleine conscience et de toute façon de savoir ce qui peut t'attendre. Oui. Et de ne pas avoir une vision rêvée de la chose. Il y a environ 2 minutes du documentaire dédié aux joies de l'accouchement. Donc, peut-être regarder uniquement cette partie si jamais. Mais tu sais, en même temps, je connais pas la proportion de femmes qui ont plus d'un enfant. Mais je pense que quand tu as vécu un accouchement et que tu es prêt à en refaire, c'est qu'il y a un moment, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Et que même si tu vois un documentaire comme ça, si tu as envie d'avoir un enfant, je pense que tu peux y aller quand même. Donc, c'est bien d'y aller en pleine conscience, en pleine connaissance des éléments. Oui, comme ça, vous pourrez stipuler avant à votre gynécologue si oui ou non vous voulez une épisiotomie en cas d'urgence. Et si vous voulez une méthode d'accouchement moins classique aussi, parce qu'il y en a pas mal maintenant de différentes. Oui. Et après, même si tu veux une méthode d'accouchement moins classique, des fois malheureusement ça peut pas aller jusqu'au bout. Mais parce même que même ça là dans le documentaire justement il montre une sage-femme qui fait des accouchements à domicile et en fait il y a tellement un pouvoir des médecins gynécologues qu'elle a failli se faire radier de la profession parce qu'elle faisait des accouchements à la maison et qu'ils disaient qu'elle mettait en péril la vie des femmes. Ah oui. Alors que c'est fait en connaissance de cause. Enfin, elle n'arrive pas comme ça, allez, on accouche. Non, mais puis avant, en plus, les gens accouchaient à domicile sans forcément tout ce qu'il y a autour. Et bon, c'était pas très hygiénique, il y a eu plein de problèmes après, mais il y a beaucoup de cas où ça s'est bien passé aussi. Donc rappelle-nous le nom du documentaire. Oui, alors le documentaire, ça s'appelle « Tu enfanteras dans la douleur ». Voilà, c'est très clair. Et c'est disponible en ligne ? Oui, moi je l'ai trouvé sur YouTube, sur la chaîne d'Arte. C'est disponible jusqu'à 2020, je crois. Très bien. Et on va s'écouter un petit morceau. Alors du coup, Marie, j'ai essayé de reprendre, de constituer une playlist qui tient à peu près, quelque chose. Donc, les Spice Girls.
Non, alors je voulais vous faire découvrir ou redécouvrir si vous connaissez déjà Mutoni Drummer Queen. C'est la rencontre, donc c'est un groupe, c'est la rencontre entre une chanteuse, rappeuse et percussionniste kenyane, Mutoni, et deux beatmakers suisses, Gr et Hook. Et en fait, c'est donc un trio, c'est une vraie machine de guerre électronique avec des sons mutants. Il y a du hip-hop, afro-bass, R&B, dub, dancehall, enfin il y a un vrai mix. Avis aux amateurs et amatrices de Mia, vous allez vraiment aimer. Et ce titre tout particulièrement, qui est un hymne au pouvoir des femmes africaines et à leur entraide. Et c'est donc Suzy Noma, Mutoni Drummer Queen. At the corner, me and Susie Noma. We ain't got no worries, we are looking like the owners. Sipping on Coronas, looking at the phone. All them pretty boys come and tell us how they want us. Mambo ni kungoja, aki utangoja. Sinaga my time, saku waiting na be oja. Planning how we want to take over the walks. Riding on the drums and the clap and the bass goes boom. Shake it down like that. We tell you, simmer. Shake it down like that. We tell you, simmer. If you really know it and you really wanna show it, be the way to go. Go and grab somebody, move your body, show somebody, be the way to go. On this I know, all this I know, all this I know. On this I know, all this I know, all this I know. I'm in at the corner, me and Susie Noma. We ain't got no money, but we do it how we wanna. Minting our nails, checking our mails. All them pretty boys wanna have us, but they feel Kim Tangoya, Leon Tangoya. Sai to coax, Kunaka Zavioya. Running how we want to, take over the walls. Riding on the drum and the clap while the bass goes boom. Shake it down like that. We tell you, simmer. Shake it down like that. We tell you, simmer. If you really know it and you really wanna show it, be the way to go. Go and grab somebody, move your body, show somebody, be the way to go. On this I know, all this I know, all this I know. On this I know, all this I know, all this I know. Now you wind your waist, comme ça. And now you screw your face, comme ça. Exaggerate the waist, comme ça. Resuscitate the place, comme ça. Wow, wale waka 50-50, comme si, comme ça. Now wale waka 50 PSC, comme ça. Tuko tu, sa mdogo yani, comme ça. Hallelujah, what you may even desire, comme ça. If you really know it and you really wanna show it, be the way to go. Go and grab somebody, move your body, show somebody, be the way to go. On this I know, all this I know, all this I know. On this I know, all this I know, all this I know. Et on est de retour dans le chant des sirènes sur Westrack Radio et on vient d'écouter Suzy Noma, un titre d'un trio Mutoni Drummer Queen. Alors si vous avez aimé, vous pourrez les retrouver sur la scène du festival West Park, donc au Havre, le vendredi 18 octobre prochain. Voilà, c'était le petit instant promo. Et donc, voilà, on revient dans l'émission. Pas de thème ce soir. Voilà, on s'aborde l'émission, on parle de ce dont on a envie. Et Oriane, tu voulais nous parler de féminisme intersectionnel. Tout à fait. Mais qu'est-ce donc ? Avec une petite spécificité encore, enfin, sur voilà, moi je voulais parler plutôt de l'afroféminisme. Oui, parce que féminisme intersectionnel, ça regroupe beaucoup de choses. Et tu nous en parleras peut-être dans d'autres émissions. Tout à fait. Ouais. Bon, enfin, je vais expliquer quand même un Vas-y. petit peu ce que c'est. Parce que, oui, mis à part notre fanbase, tout le monde ne sait peut-être pas que lors en fait du premier thème de la nouvelle saison du Chant des Sirènes, on avait parlé des nouvelles figures féministes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'étais quand même interrogée sur le sens de nouvelles figures.
Si on parle de nouvelles figures, alors en fait, quelles étaient les anciennes féministes ? J'en étais arrivée à la conclusion que les anciennes, du moins en France, c'était plutôt en règle générale des intellectuelles blanches et bourgeoises, comme par exemple Simone Veil ou Simone de Beauvoir. Fallait-il s'appeler Simone pour être féministe dans les années 60, c'est QFD. C'est le nom de la dame qui fait la voix EDF aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a quelque chose. Donc on avait plutôt un féminisme descendant, donc qui partait des élites, des intellectuels, pour se répandre parmi la population. Or, les nouvelles féministes, elles vont être plus diversifiées par leur profil notamment. On a affaire à un féminisme ascendant, c'est-à-dire du peuple, donc via notamment des plateformes comme YouTube ou les blogs qui permettent à tout un chacun de s'exprimer. Et donc cette parole du peuple un peu va remonter vers les élites et les politiques qui vont ensuite se charger un peu d'analyser les opinions et les comportements des citoyens. Bon, c'est grossièrement résumé, mais c'est un petit peu, du moins, ma vision des nouvelles féministes. On a pu le voir via la pop culture. Désormais, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de personnages féminins forts dans les films, dans les magazines, etc. Mais aussi des personnages issus de la diversité, comme on dit quand on veut être Politiquement correct. Tout à fait, politiquement correct. Par exemple, on va voir aussi de plus en plus des personnages noirs. En témoigne le succès de Black Panther. Bon, ok, on va pas trop s'exciter non plus les ovaires. D'ici à ce qu'on ait une actrice principale noire pour un blockbuster, c'est quand même pas demain la veille. Même par exemple pour le biopic qui était sur Nina Simone, les producteurs ils avaient choisi l'actrice Zoé Saldana. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais en gros... Alors oui, elle est issue de la communauté afro-américaine, mais elle a quand même les traits assez fins, elle est quand même très claire de peau. Du coup, il lui avait mis un faux nez épaté et une bonne couche de fond de teint. Ah oui. Donc je crois que sur le tournage, Antoine Griezmann était directeur artistique. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu la référence, c'était par rapport au fait qu'il avait fait une blackface. Il s'était déguisé pour Halloween en basketteur des Harlem Globetrotters des années 80 et il s'était peint entièrement la peau en noir parce que bien évidemment être noir c'est un déguisement comme chacun le sait. Donc voilà, je vais pas continuer sur le sujet de la blackface parce que sinon on va pas rendre l'antenne. Mais bref, ce qu'on observe en fait, c'est que lorsqu'on est une femme, bon, certes la vie est compliquée, mais c'est vrai qu'en fait les premiers pas du féminisme en France et l'adoration sans limite qu'on connaît à notre pays pour ce qu'on appelle le colorblind, c'est-à-dire la croyance en laquelle chez nous, on ne voit pas les couleurs, contrairement aux Américains à qui on va reprocher d'être très communautaristes. Donc c'est vrai qu'en France, on a quand même sur ça, on est assez, politiquement correct. Enfin, on se met un petit peu des œillères. Et du coup, ça fait que pour le combat féministe, il y a une grande proportion de femmes qui est un petit peu exclue de la cause. En plus, en fait, depuis 2007 en France, on n'a pas le droit de mettre en place des statistiques ethniques. Donc comme ça, en fait, c'est impossible de pouvoir mesurer les discriminations subies par les personnes racisées. Parce que c'est vrai que la petite Simone dans sa bulle parisienne avec son Jean-Paul au Café de Flore, ça devait quand même pas être pareil que Rosa Parks dans les années 60 dans l'Alabama, voilà. Et puis si déjà on doit compter l'égalité entre les hommes et les femmes, et si en plus il faut qu'on rajoute un facteur à tout ça de couleur, on n'a pas fini quand même. Oui, en fait, voilà, c'est tout l'enjeu des combats féministes intersectionnels. Ça veut pas dire se mettre dans la peau de tout le monde, mais c'est au moins pouvoir envisager que on a chacun nos privilèges aussi, même quand on est une femme, par exemple. Donc voilà, là je parle principalement des femmes noires, mais c'est des soucis que peuvent rencontrer aussi les femmes en règle générale qui sont dites non blanches. Donc justement, le féminisme intersectionnel, c'est un terme qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination et de discrimination dans une société. Donc en fait, c'est un concept qui a été développé par l'américaine Kimberly Crenshaw en 1991.
Et l'afroféminisme, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, c'est développé par encore une américaine, Bell Hooks. Et elle va mettre en lumière le fait que souvent les femmes noires, elles trouvent pas leur place dans les combats pour l'égalité. Donc par exemple au sein du combat féministe et du combat anti-raciste. Donc en fait, au sein de la lutte antiraciste, les hommes vont occuper le premier plan, et au sein de la lutte féministe, c'est surtout les femmes blanches qui vont occuper les avant-postes. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas forcément un mouvement qui est récent, alors qu'en France, par exemple, l'ouvrage de Bell Hooks, Ne suis-je pas une femme, il a été traduit que 34 ans après sa parution. Donc voilà. Et pour donner quelques exemples là, des discriminations subies en tant que femme, c'est-à-dire les discriminations de genre, les femmes noires, elles vont pâtir de perceptions qui sont parfois assez dégradantes. Souvent, elles vont être perçues comme... il y a tout l'imaginaire des sauvages, elles vont être très sexualisées. Et ça, c'est en fait des connotations qui perdurent depuis l'esclavagisme, et dont l'imaginaire collectif, du moins, s'est pas encore totalement débarrassé. Dans une moindre mesure, je vais donner un petit exemple personnel. En fait, ça m'est déjà arrivé de subir des situations assez étranges ou même gênantes vis-à-vis de mes cheveux. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai des origines africaines, ça se voit pas forcément énormément. Mais surtout à la radio, ça se voit pas trop. Mais même pour ceux qui me connaissent. Mais du fait d'avoir les cheveux frisés, en fait, c'est déjà arrivé que... ça arrive très souvent encore, les gens me touchent les cheveux sans me demander mon consentement, on m'a déjà suivi dans la rue, on me fait des commentaires dessus, alors parfois en positif, mais aussi parfois ça peut être un petit peu étrange. Et donc en fait, d'être ramené tout le temps à ses cheveux, c'est quand même assez désagréable, et c'est comme si on était une sorte d'ovni un petit peu, parce que tout simplement aussi dans la pop culture, c'est vrai que même si ça commence à évoluer, la majorité c'est des femmes blanches avec des belles cheveux, des beaux cheveux soyeux, un peu à la princesse Réponse. Oui, en France c'est vrai, c'est qu'aux États-Unis ça va un peu à l'encontre de ça, mais ça commence un petit peu à changer justement avec les nouvelles figures féministes, mais c'est pas encore ça. Et justement, il y a un mouvement en fait qui s'appelle le mouvement NAPI, donc c'est la contraction de Natural et Happy. Et c'est revendiqué comme un acte politique chez les femmes noires, c'est le fait en fait de laisser ses cheveux crépus naturels. Et de ne pas mettre des tresses ou des coiffures. Pas se lisser les cheveux, pas essayer en fait tout simplement d'adopter les codes blancs à sa chevelure qui ne l'est pas. Voilà, c'est un peu dire non à l'hégémonie des blancs sur les normes de beauté. Il y a, si je peux te couper, oui. J'ai réfléchi du coup pendant que tu parlais, et tu disais il y a souvent pas de femmes du coup racisées en tant que figure héroïne par exemple, de figure héroïque rare, plutôt. J'ai juste un film, c'est The Call. Je sais pas si vous connaissez, avec Halle Berry, ouais. Et pour le coup, alors en fait, mais c'est comme, tu vois, il y a plein de gens, ils vont dire, il y a Beyoncé, il y a machin, ça reste toujours des femmes, tant mieux, tu vois, qu'elles soient là, et elles ouvrent la voie et tout, mais ça reste toujours des femmes qui collent un idéal de beauté quand même. Beyoncé, elle est quand même très claire de peau, Halle Berry, elle a quand même des traits aussi qui sont assez fins. Tu vois, par exemple, dans Black Panther, tu vois des femmes qui sont vraiment africaines. Pas que Beyoncé soit pas vraiment africaine, mais qui sont moins stéréotypées peut-être par rapport aux normes de beauté que tu as. Et je pense que Halle Berry, même si elle est certainement considérée comme noire, en tant que blanche, tu peux peut-être plus te projeter et t'identifier. D'accord. Moi, c'est comme ça que je le vois, et c'est des choses que j'ai pu entendre parmi les commentaires qui ont pu être faits des communautés afro-américaines ou d'ailleurs. Voilà. Ok. Oui. Et donc juste pour en finir avec les cheveux, en fait j'avais lu aussi un roman, donc c'est le roman Americana de Chimamanda Adichie Ngozi, donc c'est Ngozi Adichie,
maintenant il me semble qu'elle a la nationalité américaine, mais à la base je crois qu'elle vient du Nigeria. Et en fait dans son roman qui est un petit peu quand même autobiographique, le personnage principal, elle a les cheveux crépus, et quand elle va passer des entretiens d'embauche aux États-Unis, en fait elle se lisse les cheveux parce qu'on lui dit que ça fait plus professionnel, et que les cheveux crépus, ça fait négligé, etc. Et en fait, quand tu sais le temps que tu passes sur des cheveux frisés, c'est tout sauf de la négligence, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de les entretenir. Donc voilà. Et pour conclure, donc voilà, je dirais évidemment, on peut pas être au fait de toutes les discriminations qui sont faites aux femmes. On peut en citer d'autres, par exemple. Dans le féminisme, il faut pas oublier les femmes lesbiennes, les femmes, je sais pas, musulmanes, trans, des femmes grosses. Enfin, la grossophobie, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans notre société, etc., etc. Mais il faut pas non plus ne pas les prendre en compte sous prétexte qu'on se dit féministe, par exemple. Tu veux dire pas mettre tout le monde un peu dans un espèce de même combat sans prendre en mesure les nuances un peu de... Il faut voir que nous, en tant que, même par exemple rien que françaises, il y a des choses qu'on subira jamais. Je sais que en Inde, c'est un acte par exemple super politique de conduire une moto. Mmh. Nous, tu peux conduire ta moto, je veux dire... C'est sûr que d'un pays à l'autre, on parle pas du même féminisme entre le Mexique, où t'as des femmes qui sont enlevées, qui disparaissent, et notre combat féministe en France. Ce serait que parfois, ça peut paraître peut-être dérisoire, le combat qu'on mène ici, mais il est tout aussi important. Après, il y a plusieurs nuances, il y a 50 nuances dans le féminisme. Mais c'est vrai, là, je réagis parce que notamment, il y a une action féministe cette semaine par rapport au Tour de France sur les podium girls, donc ces femmes qui, à la fin de chaque course, vont remettre un joli bouquet de fleurs et faire un petit bisou sur la joue du valeureux cycliste qui a parcouru 400 km, je sais pas combien de kilomètres ils font, mais pendant la journée. Et en fait, à la fin de la journée, ils leur remettent leur maillot devant la télé et tout ça. Et donc, t'as sur chaque fois, je sais pas si vous voyez cette scène, des jolies femmes, des hôtesses bien habillées qui remettent un bouquet. Et donc là, il y a une action féministe contre les podium girls. Donc, ils ont un peu inversé le truc. C'était des femmes cyclistes avec des hommes qui leur remettaient des fleurs. Voilà, c'était pour montrer un peu le côté ridicule de ces podiums. Mais ça avait été évoqué aussi parce que du coup, il y avait une de ces nanas du podium girl qui disait que finalement, elle le faisait de façon très consentante, qu'elles étaient aussi gracieusement payées pour faire ça et tout ça, et que la vraie question, c'est peut-être de faire un Tour de France féminin plutôt que exactement de le laisser masculin. Donc. Et du coup, dans cette action qui a été menée par des femmes en France, il y a notamment une des femmes qui était alors d'origine maghrébine. Enfin, je me souviens pas exactement, mais voilà, physiquement parlant, elle était pas blanche, quoi. Et tout de suite, elle a été, c'est celle qui a été la plus harcelée, insultée, comme quoi elle voulait nous imposer sa rigueur islamique, qu'elle voulait nous imposer de la burqa, enfin voilà. Après, c'était la fachosphère qui s'est mise en route, hein, mais tout de suite forcément elle était plus accusée. C'est comme si ça rajoutait un peu un facteur négatif. Déjà, t'es féministe, t'es relou, puis en plus t'es noire, alors puis en plus t'es musulmane, alors super, puis en plus t'es grosse, rentre chez toi. Enfin, puis de toute façon, c'est juste que c'est plus, pour les gens qui oublient de réfléchir, on va dire, c'est plus facile de pointer ces facteurs-là, parce que peut dire, oui, voilà, rentre chez toi, t'es étrangère, alors qu'en plus, ça se trouve, ça fait probablement 10 générations qu'elle est en France. Mais c'est toujours, c'est la facilité, en fait. Oui, mais c'est vrai qu'on lisse un peu le discours féministe à un niveau de femme blanche, mais on voit de plus en plus quand même de discours, de témoignages, même d'illustrations, d'images autour de tous les corps, tous les âges. Là, il y avait un espèce de hashtag, je sais pas, c'est pas paye ta vergéture, mais c'était un truc comme ça, où tu balançais tes photos de vergéture. Voilà, ça, je pense que c'est... Alors, les réseaux sociaux ont leurs soucis, mais c'est quand même un des aspects positifs pour moi des réseaux sociaux, c'est de justement pouvoir ne plus avoir les codes imposés que par la presse féminine, par exemple, et avoir aussi t'as envie de parler de tes bourrelets, et pas d'avoir des photos retouchées sur Photoshop, tu peux faire un compte sur ça. Voilà, il y a des dérives aussi, mais je veux dire, au moins ça soulève des différences entre nous toutes. Très bien, merci pour cette... Tu avais fini ? Oui. Je t'interromps, mais merci pour cet éclaircissement sur le féminisme intersectionnel. Et en effet, il y a autant de femmes presque qu'il peut y avoir de féminisme, peut-être. Donc, on en reparlera à d'autres occasions. Et justement, je t'ai fait une petite sélection musicale. Une américaine, noire,
bien en chair, on peut même dire grosse, parce que ça va aussi un peu les expressions politiquement correctes. C'est Lizzo, que j'ai découvert dans l'excellente émission rap Underdogs, qui se déroule juste après le chant des sirènes, donc tous les lundis à 21h sur Westrack Radio. C'est une émission rap, voilà. Et donc Lizzo, c'est une diva du rap américain, afro-américaine, qui a vraiment pas froid aux yeux. Une féministe assez engagée, rappeuse, chanteuse, compositrice, flûtiste. J'ai découvert notamment à travers une vidéo très drôle où elle se produit sur scène. Elle se met jouer à de la flûte, c'est complètement camoulox. Et voilà, elle mixe un bagage classique de musicienne de fanfare américaine avec toutes les influences rap qu'elle a pu ingurgiter. Et donc c'est un morceau bien badass pour remuer son popotin tout l'été. Et c'est donc Batches and Cookies de Lizzo. I got my batches and cookies. 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 Got my batches and cookies. I 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 got my batches and cookies. Got my batches and cookies. I got my batches and cookies. I got my batches and cookies. I got my Remember that gooey gooey you took and said ooey ooey. I need 2 or 2 of these for my baby booey ooey. Floating like boobies, now you got a nice pair like some boobies. And you high up that doobie doobie with your mystery machine. Feeling bad where you should be, BB don't make nothing cheapy. Hanging with them creepy creepies that sit in them bathroom poopies. Looking holy holy while looking through them holy holies. Holy guacamole, you got that gooey, now you a phony. I got my batches and cookies. 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 Got my batches and cookies. I got my batches and cookies. I got my batches and cookies. I got my outside of the club, but I'm dripping, sugar sweet, cinnamon on skin with a hooligans. Y'all came to rock and we came to hot, but a swing of the lips, ring high to the eye. Go and take that sip, got milk in the thighs. So do it on tiny babe from green, too bad my high process for the dream. What does it mean? It means nothing you take from me unless it's just on DMT. That's all up in my energy. Yeah. Gon' place that bet if you want to come test it. I'm possessed with a bullet vest and a curious chest. Got the M on the brain, but I have the best. Hey, I'm pumped up, call me dough cooking. Cookies how they so tookin'. Batches in a row looking. Magic is all hell we living. Never ever will we give in to a whack beat. Fuck with laser beak in these black streets. Get it, no fear and we get it. Haters will forbid it. They fall into the minutes, figures of imagination. Now we're one food in the nation. We the ones that did escaping. Then we found some new ovens and we made it. Sixpence and I'm none the richer. Cut a nigga up and hung him like Jack the Ripper. Undo your zipper. Get on your knees and get ready for the industry in a nutshell. Get it? Them goods don't get got. If it's the only thing you got, better keep them in that hot black pot. The only thing colder than the local telling all the winter. Yeah. Thrift store shopping look like in a winter. Yeah. You ain't gotta ask about it cause I've been her. Riding in them chariots like we ain't been her. Yeah, sure, you know. Yeah, sure, you know. Yeah, sure, you know. Yeah. Rapping and I've been steadily stacking. I put these niggas in napkins and tuck them down for a nap. And apologies to the capital because I don't pay my capital. If you happen to hear this, then pretend that you didn't at all. Style. Got my I 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 got my cream. I got my 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 yeah. Et voilà, vous êtes de retour dans le chant des sirènes sur Westrack Radio et c'était Batches and Cookies de Lizzo. Et je remercie Jules et Étienne de l'émission Underdogs pour la découverte. Voilà, c'est bien chouette pour l'été. Et bien après l'intervention d'Oriane sur le féminisme intersectionnel, on voulait revenir un petit peu sur des petites choses d'actualité, notamment, alors on va pas vraiment s'étendre sur le sujet aujourd'hui parce que c'est un peu tout nouveau, mais ça va nous tenir en haleine quelques semaines. C'est le projet de loi bioéthique qui a été adopté le 24 juillet, donc la semaine dernière en Conseil des ministres, et qui sera débattu dès le 23 septembre à l'Assemblée nationale. Et donc ce projet de loi qui contient énormément de choses prévoit notamment d'élargir l'accès à la PMA, procréation médicale assistée, donc
le fait de pouvoir tomber enceinte, mais de façon, on va dire pas naturelle, mais qu'est-ce qui est vraiment naturel, je sais pas. En tout cas, assisté par des dispositifs médicaux, et de vouloir l'élargir aux couples de femmes, donc homosexuels, et aux femmes seules. Parce que jusqu'alors, c'était que des couples hétérosexuels qui pouvaient y avoir accès. Donc ça fait des années qu'il y a des débats sur le sujet, qui tous les ans on en reparle beaucoup. Et donc là, voilà, ça a été en tout cas adopté en Conseil des ministres et maintenant ça va être débattu. Donc on ne sait pas encore si ça va vraiment être voté. Mais on suivra l'affaire, surtout qu'il y a déjà des collectifs féministes et des associations inter-LGBT qui dénoncent un peu la version assez réductrice et minimaliste de ce projet de loi. Donc on va creuser, on viendra vers vous avec plus d'informations. Il y a la manif pour tous qui commence à s'agiter aussi. Ah bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et bah oui, s'ennuyer, ça faisait longtemps aussi. Il faut leur donner un petit peu de grain à moudre. Attends, non mais là en plus. Christine, reviens, s'il te plaît. Ça va être bientôt les élections municipales, enfin la campagne des élections municipales qui va commencer, donc ça va être intéressant tout ça. Donc voilà, bon, je pense qu'on en reparlera à la rentrée, et même jusqu'à la fin de l'année, à mon avis, ça va bien durer longtemps. Et on creusera un petit peu le sujet. Bon, on verra si d'ici la rentrée je suis enceinte. Surprise. Oriane, qu'est-ce que tu avais repéré Oui, alors c'était un petit atelier pour les Havraises. En fait, un petit atelier. C'est le Okinawa Karaté Club qui est vers le Palais de Justice au Havre, qui propose une formule qui s'appelle plus zen et plus forte. En fait, c'est un atelier de karaté pour les femmes qui sont victimes de violences et qui permet en fait d'atténuer le traumatisme post-agression et de se réapproprier son corps par la pratique du karaté. Donc c'est tous les vendredis matin à partir de septembre et jusqu'à juin prochain. Et il y a également un accompagnement thérapeutique qui va avec. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même une belle initiative. Ouais, l'objectif c'est pas d'apprendre à se défendre, c'est plutôt de revenir, revenir un peu sur ce qui a pu se passer comme agression. En fait, je pense que faudrait que je me renseigne un petit peu plus, mais l'idée c'est vraiment de voir ça comme un tout, le choc psychologique et aussi le moyen d'évacuer, mais aussi de prévenir et que l'agression ne se repasse pas si malheureusement il y avait encore une situation similaire. Voilà. Ok, voilà. Et donc c'est Okinawa Karaté Club, 6 rue du Général Saraï au Havre. Très bien. Et on vous en reparlera. Je pense qu'on fera une émission peut-être un peu spéciale là-dessus. En septembre, au Tetris, il y aura une exposition sur un mouvement féministe justement qui dénonce les violences faites aux femmes. Un mouvement féministe mexicain qui s'appelle Vivas Nos Queremos. Et c'est Léa Colin, une personne de Rouen, qui est en train de préparer une exposition sur ce sujet, avec des affiches réalisées par les femmes mexicaines lors d'ateliers pour exorciser un peu justement les agressions qu'elles ont pu subir ou qu'elles subissent. Voilà, donc c'est une exposition qui va reprendre les affiches, il y aura d'autres choses autour. Et donc justement, ça parle des violences faites aux femmes, alors surtout en Amérique latine, en Amérique du Sud, donc les disparitions, tout ça, mais aussi en France aussi, parce que je crois que là, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on en était à 70 femmes depuis le début de l'année. C'est plus les chiffres, mais qui étaient décédées suite à des violences conjugales. J'en ai encore lu une très sympathique ce matin dans le journal local. Voilà, pour pas terminer sur cette note, super. Je rappelle, parce qu'on rappelait aussi sur les violences des femmes qu'il y a une superbe application aussi qui a été lancée, qui est pas disponible du coup sur iOS, mais moi j'ai trouvé ça sympa. C'est app'_L qui a été lancé par l'association Résonante. D'ailleurs, l'association Résonante, ils ont un site avec des contacts et tout ça. Il y a leur map, parce que par exemple, quand on est sur iOS, on peut pas avoir accès à cette map interactive où il y a tous les centres d'aide en fait pour les violences et tout ça. Donc il y a la map aussi sur leur site Résonante et tout ça qui permet de contacter des personnes de confiance en cas d'agression avec des systèmes discrets. C'est une association au niveau national ou... C'est une association nantaise à la base et qui du coup c'est national dans le sens où tout ce qu'ils ont cartographié, c'est toute la France entière, que ça s'adresse à toutes les femmes, les filles et femmes d'ailleurs, elles le disent parce qu'il y a beaucoup d'agressions, je sais plus, il y a un pourcentage immense comme quoi les agressions se font sur les moins de 18 ans aussi, il y a un pourcentage énorme. Et donc c'est une association qui travaille en toute parité. En plus, il y a 4 hommes,
4 femmes qui travaillent là-bas. Donc je trouve ça bien aussi, qui mettent en place des conférences, cette application, une map et qui essayent un peu de faire réagir justement face à ces chiffres-là aussi. Donc voilà. Ok. Très bien. App L. Non, c'est ça, A2P, Ouais. apostrophe L, E2L, ES. Très bien. Ok, et on reviendra sur l'exposition, sur la loi bioéthique. Voilà, on a plein de sujets à venir pour la rentrée. Il va falloir qu'on travaille. Voilà, on a terminé pour cette émission en petit comité, mais le féminisme ne prend pas de vacances. Tout à fait. Et donc, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Oriane. Merci Caro. Merci Tiffaine. Merci. Et après on va vous laisser avec les tic et tac du rap Étienne et Jules pour l'émission Underdogs. Et en attendant, on va vous passer un morceau de Talisker. On va vous passer un morceau de Talisker, pardon, j'ai eu une hésitation. C'est une artiste rouennaise qu'on avait vue sur scène il y a quelques années, qui avait un petit peu disparu de la circulation, et en fait elle était partie travailler un peu à travers le monde sur un nouveau projet. Donc elle est dans un univers plutôt folk, assez atmosphérique, et là pour la rentrée elle prépare un très bel album projet vraiment, qui englobe musique et documentaire, qu'elle a composé et enregistré entre Paris, New York et Téhéran. Donc vous allez entendre, il y a vraiment beaucoup d'influences musicales variées. Ça s'appelle Contrepoint, et notamment c'est Chic Magazine, qui est un magazine en ligne féminin, féministe, hyper intéressant, qui parle toujours beaucoup d'actualités très intéressantes sur le féminisme, et qui l'a classé là très récemment, qui a classé donc Talisker parmi les 5 musiciennes françaises à emmener avec soi en vacances. Voilà. Donc on vous propose d'emmener Talisker Contrepoint, et on l'écoute tout de suite.